Et notre invité aujourd'hui est à la tête de l'AMDIE depuis sa nomination le 13 juillet 2022. Voilà 3 ans et demi qu'il dirige l'agence publique chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le développement des exportations et des investissements nationaux et étrangers. Alice Deqi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, nous allons aborder effectivement plusieurs sujets d'actualité qui concernent l'agence que vous dirigez. Il y a plusieurs sujets en lien avec l'actualité qui nous intéressent et nous allons revenir notamment sur le plan d'action de l'agence que vous dirigez, puisqu'il y a un conseil d'administration qui vient de se tenir lundi dernier. Mais avant cela, j'aimerais vous interroger sur un événement particulier auquel vous avez pris part. C'est le forum de Davos. Vous faisiez partie de la délégation officielle du Maroc à l'édition 2026 de ce Forum économique mondial. Avant de nous détailler le contenu de vos actions sur place, moi j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce forum. Est-ce que c'est toujours ce fameux lieu de rencontre des puissants, aussi bien économiques que politiques de ce monde, là où les décisions majeures se font? Et est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la énième fois que vous faites le déplacement à Davos? Et qu'est-ce que vous en retenez à titre personnel aujourd'hui? Je vous remercie pour cette question parce que on se pose toujours la question avant de participer à un événement de son impact et de l'intérêt qu'il peut susciter pour les missions qui sont les nôtres, notamment la promotion des opportunités d'investissement et la promotion des produits et services marocains. Davos, c'est indéniable, c'est l'un des plus grands rendez-vous dans le monde pour avoir accès à des décideurs, à avoir accès des décideurs politiques, mais dans le cas d'espèce au niveau de la MDIE, avoir accès à des décideurs du monde économique. Les agendas de ces grands patrons sont extrêmement contraints pour des raisons évidentes. Il y a leur day-to-day, leur quotidien en tant que gestionnaire de grandes multinationales, mais il y a aussi leur participation à plusieurs salons sectoriels. Donc Davos a un intérêt majeur, c'est que c'est tous les secteurs qui sont représentés. Donc, dans le cas du Maroc, qui a une économie qui est diversifiée, aller chercher des prospects, des investisseurs éventuels dans nos différents secteurs, c'est une occasion inespérée pour nous. Et d'avoir, encore une fois, accès aux bonnes personnes. Ensuite, ce qui est intéressant avec le forum de Davos, c'est que c'est aussi un forum d'idées. Ça permet de prendre le pouls de ce qui est en train de s'échanger au niveau de ces grands décideurs, et c'est là que le politique intervient, c'est là que vous avez des décideurs qui viennent tracer les lignes par rapport à des thématiques précises. Et on l'a vu cette année encore. On l'a vu cette année encore, et puis vous avez vu voilà, un des sujets qui était au cœur des discussions, c'était le multilatéralisme, quelle est la place du commerce international aujourd'hui. Donc ça, c'est des enjeux pour nous qui sont essentiels. Quand vous regardez l'économie marocaine, qui est une économie intégrée, qui est une économie ouverte sur le monde, eh bien, comprendre ce qui arrive, comprendre les tendances de régionalisation, comprendre ce qui est important pour aussi vos partenaires commerciaux aujourd'hui, c'est essentiel pour pouvoir adapter, votre stratégie. Et comme je l'ai dit, surtout pour nous, à la fin, c'est surtout des rencontres d'affaires pour pouvoir soit pousser des sujets qui sont en gestation, soit pouvoir en générer de nouveaux. Alors, avant de donner la parole à Aziz, rapidement, juste par rapport justement à cette question des différents secteurs qui sont représentés sur place à Davos, vous avez insisté justement lors de votre participation sur la transformation structurelle du Maroc au cours des 25 dernières années, avec des secteurs bien ciblés. Les infrastructures, effectivement, on le constate, l'énergie, l'industrie, le capital humain. La question, c'est quel est aujourd'hui l'argument qui pèse quand il s'agit de s'adresser à des investisseurs internationaux pour capter des capitaux étrangers au Maroc au lieu d'autres destinations de pays émergents qui ambitionnent la même chose que le Maroc? Il y a un point qui revient systématiquement dans les échanges que nous avons avec les grands décideurs, c'est celui de la stabilité. On vit dans un monde, et ça a été encore une fois partagé à l'occasion de ce forum-là, qui est un monde où on a une incertitude globale qui domine. Une incertitude sur les tarifs douaniers, une incertitude sur les chaînes de valeur et la disruption qu'on peut avoir sur certaines chaînes de valeur, sur les prix de l'énergie. Donc tout ça vient modifier en profondeur le contexte géostratégique mondial. Et ce que veulent aujourd'hui des investisseurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils placent de l'argent pour lequel ils ont des responsabilités et puis ils doivent rendre des comptes, c'est cette capacité à projeter de la certitude. Le Royaume du Maroc, avec sa stabilité, avec cette vision de Sa Majesté de l'Ainslo, une vision royale de long terme, où on donne des objectifs très clairs, où on a un gouvernement qui ne change pas la vision, qui applique un plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est extraordinairement apprécié par les investisseurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit vous êtes lisible, on comprend où vous allez,
On sent qu'il y a une vision qui se déploie dans ce pays. Ça, c'est des verbatims des échanges qu'on a. On est très clair aussi sur des stratégies sectorielles, sur des stratégies de l'industrie, les stratégies du tourisme, les stratégies en matière de création d'emplois. Donc nous, on sait où on va, on arrive à partager avec ces investisseurs internationaux et c'est pour eux extrêmement rafraîchissant. C'est un avantage comparatif majeur aujourd'hui, surtout si on prend notre région méditerranéenne sud, avec cette position géographique qui est un avantage naturel du royaume. Quand on se compare, on rassure énormément les investisseurs internationaux dans des secteurs, encore une fois, fortement capitalistiques, si vous prenez l'industrie. Ensuite, vous avez des grands événements qui sont en planification, la Coupe du Monde 2030 par exemple, ça rassure aussi les opérateurs du tourisme typiquement. Donc ça, avoir une feuille de route qui est lisible, des objectifs très clairs, je dirais que c'est le premier avantage. Ensuite, vous en avez cité d'autres. Le Maroc aussi arrive à démontrer sa proposition de valeur. Vous avez des infrastructures de classe mondiale. Aujourd'hui, c'est su. Pendant de nombreuses années, on avait besoin de les montrer en images, de ramener des délégations pour pouvoir constater par eux-mêmes que le Maroc est arrivé à un niveau de sophistication de cette infrastructure qui n'a rien à envier aux meilleurs standards mondiaux. Vous avez l'argument du capital humain. Il faut savoir qu'il y a des pénuries de talents dans le monde, dans ce monde développé, dans ce monde qui émet des investissements. Vous avez des sujets d'accès aux talents, que ce soit des techniciens bien formés, des ingénieurs, comme des cols bleus formés au métier de l'industrie. Le capital humain est évidemment essentiel. Et l'autre argument qui est un argument majeur, c'est la décarbonation. Est-ce que vous êtes capable de nous aider à répondre à nos enjeux qui sont des enjeux RSE, des enjeux de durabilité? Nous avons des footprints carbone à justifier. Et ça, grâce à Dieu, le royaume regorge de potentiel dans les énergies renouvelables. Alice Boustin? Alors, c'est-à-dire que vous étiez en bonne compagnie à Davos, vous étiez avec le chef du gouvernement, avec un ensemble de ministres, et le Maroc était bien visible cette fois pour plusieurs raisons. Concrètement, à quoi vous vous attendez après cette édition de Davos? Est-ce que vous avez convaincu des investisseurs? Je ne sais pas si vous pouvez en parler ou pas, avec des noms, avec des chiffres, mais vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui a fait que ce Davos est différent du précédent pour le Maroc? Vous avez raison de dire qu'il y avait une véritable visibilité du Maroc dans ce forum. On a gagné en crédibilité. J'ai envie de dire que c'est le forum de la crédibilité pour nous aussi, parce qu'on vient avec des exemples concrets de ce que nous avons réalisé sur les 25 dernières années grâce à la vision de notre souverain. Nous arrivons avec des réussites dans les différents secteurs dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment le secteur industriel. Et donc ça nous permet, si vous voulez, c'est une tribune Davos qui vous permet de partager les réalisations. Et donc vous avez l'opportunité de partager ces réalisations avec des gens qui comptent, des gens qui vont ensuite retourner vers leur board, leur parler de leur stratégie de développement, leur dire est-ce que vous avez envisagé le Maroc? Moi j'ai vu que dans tel secteur, ils avaient fait de vraies avancées, donc il faut commencer à s'intéresser. Donc nous, on l'utilise vraiment comme une tribune pour pouvoir présenter la proposition de valeur actuelle du Maroc. Parfois casser encore quelques clichés qui ont la dent dure sur ce que c'est que le Maroc, le continent africain. Donc nous, on profite de ces occasions-là pour vous expliquer qu'en fait, voilà, nous sommes de classe mondiale, nous avons des réalisations de classe mondiale. Et ensuite, je vous ai dit, c'est l'accès immédiat aux décideurs. Alors les différents secteurs pour lesquels nous avons eu des avancées, secteur de l'automobile, on a partagé des visions sur l'avenir de la mobilité avec des gens qui sont des décideurs. Pour certains qui ne savaient pas que la filière du véhicule électrique et de la batterie pour véhicule électrique s'installait au Maroc. Donc ça, c'est des points importants à partager avec eux parce qu'ils sont en pleine stratégie d'approvisionnement. Il y a un going out of China, il y a un mouvement d'essayer de changer ou trouver, en tout cas de mitiger le risque des chaînes d'approvisionnement sur le volet des batteries pour véhicules électriques. Donc vous avez ces discussions avec des gens qui se posent ces questions à ce moment-là. Donc ouais, c'est des opportunités assez rares. Donc vous avez d'autres secteurs industriels, on a parlé du secteur de l'électronique pour lequel le Maroc connaît aussi une croissance qui est très intéressante et où là encore il y a des mouvements de supply chain, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est qui concentre quand même la majorité aujourd'hui de cette filière. Eh bien, les décideurs veulent trouver des alternatives. Donc, comme je vous le dis, pour nous, c'est une occasion rare
de pouvoir parler de sujets qui sont des sujets préoccupants pour les décideurs et de présenter une offre qui permet de répondre aux questions qu'ils se posent. Alors très bien, Davos c'est bien, mais ça reste une vitrine, c'est la vitrine. Mais l'attractivité économique surtout ne se mesure pas seulement en discours, en rencontres, et vous êtes bien placé pour le savoir, elle se juge aussi à l'aune des résultats et des stratégies mises en œuvre sur le terrain. Et justement, l'AMDIE, alors comment on dit, l'AMDIE ou la MDIE Moi, j'aime bien chacun dire dit comme je dis la MDIE comme ça. Là, on va dire MDIE, voilà. La MDIE a tenu récemment son conseil d'administration, c'était le lundi 26 janvier 2026, pour dresser le bilan des réalisations du premier semestre 2025 et valider et le budget et le plan d'action de 2026. Alors, dans votre communication officielle, il y a des chiffres ou des indicateurs qui ont attiré mon attention. Vous annoncez un taux de réalisation supérieur à 90% des objectifs annuels dès le premier semestre 2025. Alors moi, j'aime bien le concret. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En termes d'investissement réellement déclenché et surtout en termes d'emplois réellement créés. Merci de soulever ce point-là. On était effectivement très heureux de pouvoir constater que par rapport à la feuille de route qui a été tracée par le ministère de tutelle, le premier semestre nous permettait de répondre à l'objectif à hauteur de plus de 90% et à plus de 80% sur les engagements d'emploi également. Plus de 90% sur les CAPEX à engager. Alors, comment fonctionne la MDIE? La MDIE reçoit la stratégie nationale de l'investissement. Cette stratégie nationale, elle a ventilé les montants d'investissement à réaliser chaque année par secteur pour pouvoir répondre aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc nous, on récupère cette déclinaison et c'est vraiment ça qui nous permet de monitorer notre action au quotidien sur le volet de l'investissement. D'accord. Donc le fait qu'on ait obtenu de bons chiffres, c'est sous-tendu par une tendance plus globale. Il y a, vous l'avez dit aujourd'hui, une mise en lumière du royaume dans le monde global, à travers des grands événements notamment, à travers de grandes réalisations sportives et médiatiques. Et ce qui fait que nous, on est, bien sûr, notre action concrète nous permet de profiter de ce talent qui nous est donné par cette exposition. Et on le voit aussi sur les chiffres. Si vous prenez uniquement les chiffres des investissements directs étrangers, vous noterez que depuis 2022, on score la deuxième meilleure performance historique du royaume en matière d'attraction d'IDE. C'était 2018, l'année de référence. Et cette année, en 2025, on fait le record historique d'IDE. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est assez logique, si vous voulez, que vous ayez un trend qui montre des résultats, une vraie performance au S1, parce que tout ça, c'est à la fois notre action et un contexte qui est un contexte favorable pour le Royaume du Maroc en matière d'investissement. Je reviens à la notion de concret. 90% un taux de réalisation de 90% des objectifs annuels dès le premier semestre, ça correspond à quoi en termes d'investissement et d'emplois créés? Alors, pour vous dire clairement, aujourd'hui, l'objectif qui était de près de 75 milliards sur l'année 2025, on a fait à peu près 72 milliards, un peu plus de 70 milliards et des poussières. D'investissement réellement engagé au premier semestre. D'investissement engagé. Alors ça, c'est très important parce que la mission de la MDIE, c'est une mission de promotion des investissements et nous mesurons notre indicateur par la signature d'accord, le dépôt. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un pipe global, on le ventile entre deux types de réalisations ou de milestones ou de grands jalons. Est-ce qu'on a un protocole d'accord qui est signé? Est-ce qu'on a un engagement qui est amené par l'entreprise, par l'investisseur? Est-ce qu'il y a un dépôt au centre régional d'investissement pour pouvoir signer une convention d'investissement? Ou est-ce qu'on a une convention d'investissement qui est déjà signée pour laquelle vous avez des engagements mutuels de l'État en termes de subventions, d'accompagnement et pour l'investisseur en termes de création d'emplois et d'investissement? Donc on est bien sur du signé, sur de l'engagé. Et c'est à l'aune de ça qu'on mesure, nous, notre performance, entre guillemets, commerciale. Parce qu'on doit vendre, on doit scorer. Derrière, on doit avoir vraiment un résultat qui est un résultat tangible, pondérable, mesurable, à partager. Donc, comme je le disais, 90% sur le S1 pour le volet de l'investissement et un peu plus de 80% sur l'emploi engagé, parce qu'on a des objectifs aussi en termes d'emploi engagés dans le cadre de ces protocoles d'accord et conventions d'investissement. Alors Aziz, toi aussi, il y a des chiffres qui ont attiré ton attention par rapport à la communication de la MDIE. Alors, j'ai vu le communiqué. Donc, c'est 55 actions menées sur 17 marchés internationaux, 64 projets de convention pour 55 milliards de dirhams, 250 projets d'investissement pour 414 milliards de dirhams, 56 délégations venues de 19 pays, etc. Est-ce que ça fait beaucoup de chiffres? Est-ce que trop de chiffres ne tuent pas un peu les chiffres? Parce qu'en face, si on va voir, par exemple, pour les startups, on est au 9e rang africain, au 88e rang mondial.
Certains analystes, certains commentateurs disent qu'avec tous ces chiffres, vous êtes là à la tête de l'AMDIE donc depuis 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on entend toujours beaucoup de chiffres en millions et en milliards. Mais on a le sentiment, on a l'impression, on a la sensation qu'on ne voit pas ça à la Ard Waqi'. Donc comment vous faites pour les indicateurs de performance, vous venez d'en parler, mais est-ce qu'il y a une manière aussi d'expliquer, voilà ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'annoncer aujourd'hui, et puis dans 3 ans. Bon, alors, les chiffres que vous avez annoncés il y a 3 ans, voilà, c'est le genre d'indicateur, parce qu'à côté, il y a le chômage, à côté, il y a... Et puis cette question de start-up qui me turlupine, comme on dit en français. J'imagine que vous en avez parlé aussi de cette question des startups, Ouais, que ce soit à Davos ou dans les différents événements. Ce sont les startups aujourd'hui, notamment américaines, qui sont devenues les géants qui décident sur le volet économique. Vous avez absolument raison. Je reviendrai d'abord sur la question des chiffres et des réalisations. Oui. Vous avez une double action. Quand vous générez un investissement, vous avez un engagement qui est pris par un opérateur économique de réaliser à T plus 5, puisque c'est ce que prévoient les conventions d'investissement qui sont signées avec l'État, d'atteindre un montant d'investissement et une création d'emplois qui est ensuite mesurée, contrôlée par l'État pour pouvoir débloquer les avantages qui ont été consentis dans le cadre de cette convention. Donc il y a effectivement un délai. C'est comme quand vous signez une usine, vous allez avoir un délai qui va se situer à peu près 24 mois de construction, un ramp-up qui va vous nécessiter 6 mois additionnels. Donc vous avez raison, il y a un glissement. Quand vous parlez des résultats tangibles, concrets, il y a des chiffres qui ne manquent pas. Les recettes des devises, par exemple, les IDE. Quand on parle des IDE et qu'on bat les plafonds historiques et qu'on est sur un trend haussier, continu, alors que vous pouvez avoir des choses erratiques en matière d'investissement direct étranger. Vous pouvez avoir une opération, une vente d'une grande entreprise par exemple, qui va vous faire flamber l'entrée de devises. Là non, c'est pas erratique, c'est constant. Ça démontre qu'il y a eu du travail. Ça démontre que des investissements qui ont été signés à T-3 produisent leurs effets à T plus 3. Aujourd'hui, on va dépasser les 5 milliards de dollars d'IDE. C'est évidemment le travail qui a été fait sur ces dernières années qui nous permet d'atteindre ce montant-là. Si vous analysez ensuite, et je vous remercie d'avoir cité les marchés cibles et le nombre d'actions que nous menons, si vous regardez maintenant ce chiffre des IDE, vous regardez l'origine des IDE. Pendant de nombreuses années, j'en sais quelque chose quand j'étais au ministère de l'Industrie, on essayait d'ouvrir le marché allemand. On ne comprenait pas pourquoi l'Allemagne ne regardait pas le Maroc, d'autant on se positionnait sur l'automobile, on connaît la puissance automobile allemande, on essayait de comprendre pourquoi on avait si peu d'investissements allemands. Donc on a mis en place vraiment une stratégie de ciblage pour aller sur le marché allemand, parler aux entreprises automobiles, que ce soit les rangs 1, les rangs 2, les rangs 3, vraiment même les PMI allemandes. Et vous voyez qu'en 2024, l'Allemagne arrive au rang de 2e plus gros investisseur. Alors pourquoi ça bloquait à l'époque ? Ça bloquait précisément parce qu'il faut faire connaître l'offre. On est passé d'une phase où on avait besoin de communiquer énormément à une phase où on a besoin, en tout cas on récolte les fruits de cette communication. Il fallait faire un travail de proximité parce que les gens de ce secteur-là ne connaissaient pas nécessairement, en Allemagne je veux dire, ne connaissaient pas nécessairement ce que pouvait offrir le Maroc. Puis ensuite, il y a évidemment le bouche à oreille. Vous avez les premiers projets qui réussissent, les gens qui parlent entre eux, qui disent « mais est-ce que tu as pensé à ?» Il y a aussi d'autres facteurs. Ils n'ont pas eu le choix que de regarder vers le Maroc. Il ne faut pas oublier que eux, leur hinterland naturel, c'était Europe centrale, Europe de l'Est. Et puis aujourd'hui, avec des démographies d'un âge médian de 46 ans, un plein emploi dans ces pays-là, même si vous avez envie de faire une extension, vous ne trouvez pas la main-d'œuvre, vous ne trouvez pas les ingénieurs, vous ne trouvez pas les techniciens. Donc ils ont dû se creuser la tête. Et nous, on a profité de ce moment-là pour faire de la présence, de la proximité, pour leur dire vous avez ce problème-là, nous, on a la solution pour votre problème. Vous avez utilisé un terme le terme de Hinterland. Hinterland, effectivement, c'était l'Europe centrale pour les Allemands. Maintenant, on peut considérer que l'Afrique est l'Hinterland de l'Europe. Or, le Maroc est situé à la position que vous connaissez, que nous connaissons tous, qui est une position particulièrement privilégiée. Alors, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais est-ce que 5 milliards de dirhams en IDE, ça vous satisfait ? De dollars, pardon. Est-ce que ça vous satisfait ? On ne peut pas aller plus haut, plus loin, plus vite que ça ? On peut aller plus haut, plus loin, plus vite et on continue sur un trend haussier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en croissance permanente. Faible quand même. Non, c'est pas si faible que ça, puisque vous voyez que le Maroc, avec ce qu'on a pu atteindre en près de 25 ans sous l'égide du souverain, on était à des chiffres qui étaient sensiblement plus faibles que ça. Donc c'est pas si insignifiant comme montant d'IDE à tirer. Par ailleurs, il ne faut pas oublier encore une fois que c'est des projets, vous n'avez pas la totalité de l'investissement sur l'année N. Un projet d'investissement, ça se fait en N plus 1, N plus 2, N plus 3. Donc ça va continuer, donc on va avoir cet effet de cumul qui va normalement devrait permettre d'avoir de meilleurs chiffres
sur les années qui suivent. Et vous avez peut-être raison, le potentiel par rapport à ce que peut offrir un pays comme le Maroc aujourd'hui, notamment à des Européens qui sont en recherche d'alternatives, on a un potentiel à aller capter. C'est ce à quoi on s'astreint, nous, au quotidien à la MDIE, c'est partager toutes ces opportunités-là. Maintenant, n'oubliez pas que dans un contexte d'incertitude, dans un contexte de recul, par exemple, d'un marché automobile européen, où vous avez de moins en moins de ventes, le Maroc continue de surperformer et d'attirer des IDE dans ce secteur. Donc c'est même à contre-courant, même à contresens, en période de contraction du commerce international, qu'on arrive à avoir ces chiffres-là. Donc je pense qu'il faut les saluer, vraiment, pour le coup. Justement, si on se projette vers cette année 2026, le plan d'action, vous l'avez validé au début de cette semaine, c'est un plan d'action qui est validé effectivement dans un contexte international marqué par des incertitudes en tout genre, et on le voit tous les jours, tant sur le plan politique, commercial qu'économique. Est-ce que c'est un paramètre que vous prenez en considération au niveau de la MDIE, que ce soit au niveau de vos actions promotionnelles, de communication ou d'actions ciblées vers tel ou tel marché? Et globalement, est-ce que vous comptez changer votre manière de faire en 2026 par rapport à 2025? Parce qu'effectivement, certaines méthodes qui étaient peut-être efficaces il y a à peine 1 ou 2 ans, aujourd'hui ne le sont plus forcément. Donc voilà la question que j'aimerais avoir, que j'aimerais vous poser par rapport à votre perception de l'avenir à court et moyen terme. Je vous remercie pour cette question parce que c'est une question qui c'était au cœur même de notre conseil d'administration. C'est comment on oriente notre action aujourd'hui dans un monde où vous avez tout est possible, rien n'est certain. La manière dont on travaille à l'MDIE pour fixer un plan d'action, il y a plusieurs paramètres qu'on prend en compte. On a d'abord une stratégie nationale qui est portée par la tutelle de la MDIE, le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques. Oui. Donc cette stratégie elle-même qui est préparée en application des hautes orientations royales. Donc ça c'est le premier paramètre, c'est quels sont nos objectifs fixés, et donc on va devoir tracer des écarts par rapport à la stratégie, si la stratégie doit être modifiée. Typiquement, vous me dites qu'il y a des phénomènes conjoncturels qui vont entrer en compte. Est-ce que vous en tenez compte? La réponse est évidemment oui. Quand on parle par exemple des crises énergétiques, quand d'un coup vous avez la fin de l'alimentation en gaz russe pour l'Allemagne, vous allez avoir nécessairement, si vous avez envie de profiter de cette malheureuse crise, vous allez devoir mettre en avant vos énergies renouvelables. Vous allez devoir aller voir ceux qui sont des énergivores, des industries énergivores, et leur proposer une proposition de valeur où vous répondez à leurs problèmes. Donc on essaie d'adapter au contexte géopolitique que vous avez ou géostratégique pour essayer de calibrer votre action en disant cette année peut-être qu'il va falloir qu'on soit un peu plus présent sur le renouvelable, il va falloir qu'on soit un peu plus présent sur tel et tel marché parce qu'on sent qu'il y a un mouvement d'entreprise qui peut s'organiser, et il faut impérativement qu'eux entendent en priorité le message de la proposition de valeur marocaine. Donc on tient compte du contexte global et de la conjoncture pour adapter le plan d'action, pour prioriser les pays cibles. On a ensuite de la data. On a une direction marketing et intelligence économique qui nous alimente en chiffres clés. Quel est le chiffre clé notamment que nous regardons? C'est quels sont les FDI outbound, c'est quoi les IDE sortants et qui sont les champions des IDE, parce que forcément, du coup, ça veut dire que c'est des gens qui ont les liquidités ou la volonté de sortir. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut aller, à minima, il faut qu'ils soient présents dans, dans nos cibles géographiques. Et ensuite, il y a aussi, pas oublier que la MDIE travaille avec ce qu'on appelle des bénéficiaires, des gens qui bénéficient des programmes de la MDIE, et eux aussi sont écoutés. Là, il s'agit de la CGEM, de la SMEX, donc l'association, la confédération maintenant des exportateurs, et l'ensemble des fédérations professionnelles partenaires qui sont les nôtres, qui sont des professionnels du secteur, qui eux aussi ont ce qu'on appelle du signal, parce qu'ils connaissent leur secteur. Ils vont me dire, tiens, si je prends l'industrie de la chimie par exemple, on a une proximité avec la fédération sur des sujets de qu'est-ce qu'on doit anticiper dans la chimie, parce qu'il y a de la nouvelle réglementation qui va arriver en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à capter du fait qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive? Prenez l'amide dans le textile. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui par l'Union européenne sur le fast fashion. Donc il faut qu'on puisse adapter aussi aux nouvelles normes. Donc vous voyez, il y a cette interaction en permanence avec ce qu'on appelle nos bénéficiaires des programmes de la MDIE, pour pouvoir fine-tuner le plan d'action. Plan d'action qui est ensuite validé. Il faut savoir que ce sont aussi des administrateurs de notre agence. Donc si il y a un moment des discussions à avoir avec eux pendant le conseil, on peut les avoir. Mais là, pour le coup, on avait bien travaillé, bien syndiqué notre plan d'action. Je vais rebondir sur cette notion d'incertitude parce qu'elle est centrale dans la séquence que nous vivons actuellement. Donald Trump est en place jusqu'en 2028.
Et c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, l'économie suit aussi la tendance politique à l'échelle mondiale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, par exemple, je prends un exemple concret, comme ça on parle de choses concrètes. La guerre commerciale et la guerre douanière menée à l'échelle planétaire, est-ce que au niveau du Royaume du Maroc et de l'AMDI, de vos actions, ça nous impacte directement? Ou est-ce que ça reste quand même assez loin de notre périmètre géographique et l'impact, il est relativement limité? C'est encore une fois une très bonne question. Il est évident que vu le poids des États-Unis dans le monde, n'importe quelle action qui est menée par cette économie va avoir des répercussions. Si elles ne sont pas directes, des répercussions indirectes. Dans le cas d'espèce pour le Maroc, nous on a une exposition qui est connue, qui est très forte, avec le marché, une exposition au marché européen. Donc on pourrait avoir une tendance naturelle à se dire, bon, c'est le marché américain, des tarifs, bon, finalement c'est quoi le volume des échanges entre le Maroc et les États-Unis? Bon, ça ne va pas nous impacter. La réalité est autre, c'est que si vous impactez vos clients, vous êtes impacté, s'il y a une action qui impacte vos clients, vous êtes nécessairement... Partenaire européen par exemple. Par ricochet, vous êtes aussi impacté. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une contraction du commerce mondial, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a clairement des velléités de protéger les marchés en période de tension géoéconomique. Donc on a un impact, mais je vais vous rassurer, on est peut-être des bénéficiaires de cette vague de changement. Je le disais pour la certitude qu'on amène aux investisseurs d'un côté. Il faut regarder aussi comment nous avons été impactés sur les tarifs. On a pris quand même le tarif minimum. C'est un tarif de 10%, sachant qu'on a un accord de libre-échange. Vous faisiez partie des privilégiés à l'époque. On faisait partie de la petite liste qui, voilà, et pour des raisons, encore une fois, très pragmatiques venant de l'administration américaine, qui était de dire on a une balance déficitaire avec le Maroc, donc c'est un bon élève de notre commerce, c'est pour résumer. Mais ça nous ouvre des opportunités, qui sont des opportunités majeures. De potentiel d'investissement qui sont dans des pays qui, eux, ont été impactés avec des tarifs beaucoup plus élevés. Prenez un pays comme le Vietnam, qui à un moment a pris un tarif de 40%, et alors qu'on est sur des secteurs qui sont des secteurs communs. On a l'électronique aussi qui se développe un peu au Maroc, on a le textile, évidemment, on a l'automobile. Donc quand vous avez un pays où vous prenez 40%, ou le Mexique, par ailleurs, qui est aussi souvent comparé au Maroc en termes de positionnement industriel, forcément, les gens commencent à vous regarder en disant c'est un facteur d'attractivité additionnel que le Maroc offre. Donc moi, je dirais que les impacts sont plutôt positifs que négatifs. Alors l'attractivité économique du Maroc, elle se joue aussi dans la profondeur de ses partenariats africains, et notamment avec des pays stratégiques pour nous, Marocains, mais aussi à l'échelle du continent, et le Sénégal en fait partie. C'est l'occasion justement de parler de cette haute commission mixte Maroc-Sénégal qui s'est tenue en début de semaine avec un forum économique auquel vous avez participé activement. J'aimerais donner la parole à Aziz par rapport à cette question de la coopération maroco-sénégalaise, parce que en préparant l'émission, tu avais une question qui me semble très pertinente sur ce point. Oui, ce sont nos amis, oui, ce sont nos frères, oui, la coopération économique, elle est ce qu'elle est et il faut la consolider. Mais ça reste, et ça peut être aussi, par ailleurs, un concurrent à l'échelle régionale. Justement, c'est la question, est-ce que vous n'avez pas senti avec nos amis sénégalais une sorte d'appréhension sur la capacité des entreprises marocaines, ou on va le dire, sur une forme de domination économique qui pourrait craindre, comme ça a été dit à un certain moment au niveau de la CEDEAO. Et de cette question, je passe à une autre à partir de là, vous répondez s'il y a appréhension ou pas, et s'il y a aussi une possibilité de travailler ensemble sur la fameuse initiative de Sa Majesté de désenclavement ou de plus grand désenclavement. Ils sont déjà désenclavés, les pays du Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas des projets de joint venture, de co-investissement, de partenariats qui pourraient se faire et qui pourraient ramener un peu les choses à ce qu'elles devraient être, si bien entendu vous répondez oui à cette question d'appréhension sur une puissance marocaine ou sur une force marocaine qui pourrait porter préjudice à l'économie sénégalaise? C'est une question d'actualité. Oui. C'est une vraie question d'actualité. C'est quel partenariat nous avons déjà scellé avec le tissu économique sénégalais. Et le partenariat, il est là, il est présent. Ce qui a été posé la question de est-ce qu'on a senti de l'appréhension? Bien au contraire, les messages étaient très clairs. La volonté qui a été affichée
par les deux patronats, parce que j'étais présent à la séquence qui était le forum économique, c'est de renforcer le partenariat existant. Il faut savoir que le Maroc investit beaucoup au Sénégal. Il faut savoir qu'on a une vraie connaissance culturelle, une connaissance économique de ce pays. Et inversement, le Sénégal connaît et fait confiance aux opérateurs économiques marocains. Et c'est ce qui a été rappelé à l'occasion de ce forum-là, en identifiant clairement quelles étaient les filières de complémentarité. Donc on a vu évidemment l'agroalimentaire, qui est un enjeu important pour le Sénégal, où il y a une vraie expertise marocaine, avec un capital marocain qui est présent, qui transforme et qui valorise de plus en plus son amont agricole, sans compter qu'on met aussi à disposition une logistique avec un réseau de ports, et on reviendra peut-être sur Dakhla Atlantique et le rôle de pivot qu'il peut jouer dans cette relation. Et justement, l'appréhension aussi touchait le port de Dakhla Atlantique. J'étais à une conférence il y a quelques mois, et il y avait des Sénégalais qui étaient là, dont un responsable, je crois, je ne me rappelle plus de quelle administration à Dakar, et on parlait de Dakhla Atlantique, et la personne dit, mais pourquoi vous parlez beaucoup de Dakhla Atlantique et pas de Dakar? Parce qu'il y a aussi le port de Dakar. Et il peut y avoir une compétition et une concurrence entre les deux. Donc c'est de là où venait ma question. Je pense qu'il y a une complémentarité, parce que parler de concurrence, ce serait comme dire que Dakhla Atlantique est en concurrence avec Tanger Med. Non, c'est un réseau logistique qu'on est en train de créer et qu'on est en train de renforcer. Et c'est le message qui a été partagé par mon homologue de l'APIX, qui est l'agence de promotion des investissements sénégalaise, qui a fait une démonstration absolument remarquable de tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc j'ai parlé de l'agroalimentaire, la valorisation des produits de la mer, où le Maroc, là encore, a investi énormément, où le capital national s'est réellement impliqué pour essayer de tirer davantage de valeur ajoutée, pas juste revendre de la ressource naturelle. Donc il y a une expertise, une expérience qui est prouvée au Maroc, et qui est aujourd'hui la volonté de la mettre à disposition, parce qu'on tient évidemment compte de cette vision du développement sud-sud, main dans la main, qui est prônée par le souverain. Et je vous dis, donc on a ces secteurs-là, mais vous avez même le secteur du textile. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'ASLECAF, les premières positions tarifaires de l'ASLECAF sont en train d'être démantelées. Et donc il y a une série de secteurs pour lesquels les Marocains et les Sénégalais peuvent faire des co-entreprises et justement utiliser là encore le nœud sénégalais, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il y avait cette volonté de, OK, quelles sont les pistes de travailler ensemble pour identifier les pistes sectorielles sur lesquelles il y aurait un intérêt économique à travailler ensemble, à valoriser des expériences mutuelles. Et je vous ai dit, il y a des secteurs très concrets. Le textile, par exemple, aujourd'hui, il y a des terres arables colossales au Sénégal. Ils nous ont présenté la volonté de travailler là-dessus pour sécuriser un amont, par exemple du coton, des choses comme ça, mais pas que, aussi pour la valorisation. Le travail que le Maroc, l'expérience marocaine en matière de production agricole, quand même, elle est aussi conséquente. Et donc l'idée, c'est de gagner ensemble. C'est ce qu'on s'est répété à cette occasion-là. Donc pas une appréhension, plutôt de l'envie et aussi la volonté de transformer l'essai, parce qu'en 2030, on aura 90% de positions tarifaires qui vont être démantelées en Afrique avec la ZLECAf. C'est colossal. Donc il faut des alliances, il faut des amis avec lesquels on travaille pour essayer de gagner des parts de marché. Et alors le rôle de l'AMDIE dans le cadre de la consolidation de cette coopération économique et commerciale qui est ce qu'elle est entre Rabat et Dakar. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre priorité dans le cadre de cette coopération entre les deux pays? Est-ce que c'est avant tout d'accompagner les exportateurs, aussi bien de biens que de services marocains, vers le marché sénégalais, vers les sous-marchés? Ou est-ce que c'est d'attirer des investissements en provenance du Sénégal au Maroc, ou les deux? Les deux, mon capitaine. Non, les deux, voire les trois. Il y a une mission que vous n'avez pas évoquée qui fait partie des missions de la MDIE, dans sa loi de création. C'est également accompagner les investisseurs marocains à l'extérieur des frontières. Et dans des pays pour lesquels on voit un potentiel avéré. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a du potentiel investissement sénégalais au Maroc, évidemment. Il faut trouver les filières, il faut trouver les secteurs pour lesquels eux ont envie de se développer. Et de prendre des participations ou de créer des co-entreprises. Donc ça, c'est déjà le cas. On a d'ailleurs discuté avec le président du Cercle des investisseurs sénégalais sur ce sujet-là, où lui voit énormément de potentialité. Vous avez évidemment une offre exportable marocaine qui est connue, reconnue. Le produit marocain ou le service marocain au Sénégal, il est connu, il est déjà présent, parce que justement, il y a cette proximité, comme on se le disait, culturelle, où on se comprend et où on se fait confiance mutuellement. Et il y a aussi la volonté d'accompagner des investisseurs dans ce pays-là, parce qu'on sait qu'en investissant ensemble, on peut gagner ensemble. Là, on parlait des co-entreprises. Vous pouvez faire des plateformes logistiques en commun, vous pouvez faire énormément de choses pour, encore une fois, profiter du momentum qui nous est donné par l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental. Et on doit gagner ensemble. Si on veut même renforcer l'économie nationale, il est sain
que nos opérateurs puissent investir à l'étranger. Vous avez énormément d'exemples dans le monde de pays qui investissent à l'étranger au bénéfice de leurs produits et services. Et ben, c'est un peu la même vision qu'il faut avoir, et ça on peut le faire avec un pays frère comme le Sénégal. Alors là, on va parler du sujet qui fâche, quoique, bon, vous n'êtes pas sans savoir que cette haute commission mixte Maroc-Sénégal et ce forum économique s'est tenu dans un contexte un peu tendu, post-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les incidents qui ont malheureusement émaillé une très belle compétition pendant cette finale. Et d'ailleurs, c'était quand j'ai lu et j'ai écouté surtout attentivement les prises de parole officielles des deux côtés, le message qui était envoyé, c'est un message d'apaisement et d'un rappel essentiel, qui est qu'un ballon, aussi rond soit-il, ne peut en aucun cas altérer les relations historiques, fraternelles entre les deux pays. Une fois qu'on a dit ça, moi j'aimerais qu'on discute maintenant du dernier axe programmé aujourd'hui, à savoir l'importance du sport dans vos actions et en matière d'attractivité économique pour un pays comme le Maroc. L'AMDIE a soutenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations à travers un sponsoring officiel via la marque Morocona. Vous pouvez voir Morocona un peu partout dans les différentes séquences. Quels sont concrètement, parce que j'ai vu le ministre de l'Industrie, Seriad Mzour, qui était très rapide en matière de calcul. 1 ou 2 jours après la fin de la compétition, on avait déjà un chiffre en matière de retombées économiques et chiffré, 1 milliard d'euros. Le chiffre a d'ailleurs été affiné hier ou avant-hier à 1,5 milliard. C'est trop grand comme chiffre. Oui, bon, justement, ce qui est bien, c'est d'avoir justement l'impact de ces événements. D'abord des impacts concrets et puis aussi des impacts en termes d'image. Et ça, c'est un élément auquel vous êtes très sensible. Donc la question que je vous pose, vous, en tant que directeur général de l'AMDIE, le partenariat pendant la CAN, quelles retombées concrètes et globalement, quelles pourraient être les retombées de cette CAN sur le Maroc et, a fortiori, la Coupe du Monde qui arrive dans 5 ans, 4 ans. Il est indéniable qu'un événement d'une telle ampleur, on ne pouvait pas ne pas nous y associer. On gère la marque économique nationale. Vous avez une Coupe d'Afrique avec les promesses qui étaient derrière cette Coupe d'Afrique des Nations, qui étaient exceptionnelles, auxquelles on voulait s'associer. Je reviens sur l'image. Quand on voit les stades, la qualité des stades, la qualité de la logistique, de la gestion des personnes, de la sécurité, pour moi, c'est une incarnation de notre proposition de valeur, de celle qu'on défend sur le volet de l'économie. Nous, la proposition de valeur qu'on a définie pour l'économie du royaume, on ne l'a pas fait seul, on a pris des étrangers, des gens qui chuchotent aux oreilles des boards des grandes entreprises dans le monde, et on leur a fait un tour du Maroc et on leur a dit c'est quoi le Maroc, si vous devez le résumer. Ils nous ont dit, pour certains, ils n'avaient jamais mis les pieds au Maroc, enfin la majorité d'ailleurs, on dit en fait vous êtes world class. Et on est sorti avec la proposition de valeur, un hub de classe mondiale pour l'investissement et les échanges durables. Parce qu'il y avait la durabilité, le commerce, l'ouverture au commerce, et évidemment l'attractivité des investissements, mais il y avait cette notion de classe mondiale. Quand vous regardez la qualité de l'organisation, quand vous voyez la qualité des infrastructures, ça marche parfaitement la proposition de valeur marocaine. Donc pour nous, c'était évident, on a été honorés de pouvoir être associés et d'associer la marque nationale à cette CAN. Et d'ailleurs, on ne peut que féliciter la Fédération royale marocaine de football et son président pour la qualité du travail qui a été accompli dans l'application d'une vision de Sa Majesté. C'est-à-dire qu'on a appliqué la vision et on est en train d'en tirer des fruits, parce que ça, vous avez une vitrine, il ne faut pas oublier que c'était une CAN des premières, c'est ce que j'ai dit récemment, c'est AFCON of Firsts, il y avait énormément de premières qui étaient là, c'est un record d'audience, un record de participation, d'attendance, c'est un record de revenus générés par la CAF, de revenus publicitaires, record pour beIN Sport historique, notamment sur le match de la demi-finale, c'était le premier record sur le match de la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Mais moi, ma marque est regardée par plus de 2 milliards de téléspectateurs. Vous voyez évidemment l'intérêt que j'ai en termes d'exposition média. Et surtout, quand je vous dis qu'on est associé à une organisation qui est sans faute.
world class. Le temps passe très vite. On a une dernière question à poser et je te la donne, Aziz, parce que ça rejoint aussi la discussion qu'on a eue la semaine dernière, parce qu'il y a effectivement cette question d'image qui est très importante. Et la guerre informationnelle et la guerre de l'image, par moment, on la perd. D'où l'intérêt et l'importance pour nous autres Marocains, et même pour une agence comme la MDIE, de mettre le point sur cette question de l'image que nous renvoyons à travers l'organisation d'événements sportifs. Et il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 4 ans. Alors, tu changes la question que je voulais poser, donc je vais l'adapter. Oui, parce que j'insistais sur cette question et je savais que... Et je reviens sur les startups. Vous n'avez pas répondu sur la question des startups. Justement, vous étiez à Davos. Mais non, mais on passe à autre chose. Là, c'est la séquence football et impact du foot sur l'attractivité économique. On peut faire le lien entre les deux. Je continue. Mais le temps passe très très vite. Je continue. Vous étiez à Davos, vous avez parlé de la CAN, certainement. La CAN est une répétition générale de la Coupe du Monde qui va arriver. Adil pose la question de la communication d'influence. Or, ça passe forcément par le digital, ce qui nous ramène à notre question sur les startups. Est-ce qu'il y a une Bien rattrapé, c'est voilà. bien rattrapé. Non, c'est pas rattrapé, c'est toi qui m'as interrompu, je savais où j'allais. Donc voilà, mais la question. Je te pardonne. 2 questions en une. 2 questions en une. Bon, pour revenir sur le sujet des startups, on a mené des actions de promotion des startups nationales. On ne le fait pas seul d'ailleurs, on le fait dans le cadre d'un partenariat avec l'UM6P et aussi partenariat avec la CGEM. Donc on a créé une équipe commune qui travaille à la valorisation des opportunités pour les startups à la fois d'accéder à des levées de fonds, mais aussi potentiellement sur des marchés dès qu'on en a l'occasion. Après, je n'ai pas le monopole de l'accompagnement des startups. Il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être déployés, notamment par le ministère de la Transition numérique, qui a pris le sujet à bras-le-corps, l'agence de développement digital, avec laquelle on a eu des échanges récemment pour essayer de faire converger, de mettre en synergie les moyens. Mais pour répondre très concrètement, on a fait des actions qui, par exemple, quand on va au CES de Las Vegas, qui est peut-être le plus grand forum pour la mise en valeur des startups, on a été présent aux côtés de l'UM6P. On avait sélectionné ensemble avec un jury des startups pour lesquelles on pensait qu'il y avait un vrai potentiel pour aller faire de la levée de fonds. Maintenant, vous l'avez dit, les indicateurs, les chiffres par rapport à tout ce que l'on fait dans d'autres secteurs, on sent qu'il y a énormément de choses à faire. Et je pense que vous avez dû le voir, il y a un phénomène startup. Il y a le fonds Mohamed VI qui a permis de créer des fonds de fonds qui aujourd'hui s'intéressent à ces startups. Donc on a aujourd'hui des moyens, des outils et aussi une volonté d'aller dans ce sens-là. Et j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous en 2030 pour boucler la boucle sur la question, où on verra de belles licornes. On a déjà des premières entreprises, des premières startups qui commencent à avoir des tailles qui sont significatives. Et je vous dis, dans le sillage de tout ce qui arrive, en termes de dépenses d'infrastructure, de dépenses de construction, d'équipement, parce qu'il ne faut pas oublier que cette Coupe du Monde, comme cette Coupe d'Afrique, comme tout ce qui est fait dans l'événementiel sportif, c'est quand même au service des grands programmes sociaux. Ça doit nous donner de la visibilité, nous amener de l'investissement au service des grands programmes sociaux. Et ben, vous allez certainement avoir des technologies marocaines, des pépites qui vont travailler, qui vont essayer de faire converger leurs efforts avec le grand projet national. On a déjà des startups qui s'intéressent aux visites touristiques dans le cadre sportif, par exemple. Vous voyez, il y a une convergence de sujets. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Malheureusement, le temps qui vous est imparti est terminé. On aurait pu continuer à en parler parce que les sujets sont passionnants et les questions sont nombreuses. En tout cas, merci beaucoup à Alice Deré d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Média 24. À bientôt.